Ce projet d'accès vous est présenté par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bienvenue à l'Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Nous sommes aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke et nous allons discuter code culturel. Oui, aujourd'hui, nous allons débattre de la question culturelle, code culturel aussi. Et nous avons des invités spéciaux et ils viendront nous entretenir sur la richesse culturelle. Et nous sommes au Musée des Beaux-Arts pour vous faire découvrir la richesse qui est ici. Et nous sommes convaincus que l'émission va vous plaire. On vous invite à rester avec nous. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec Madame Sarah Boucher, conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Madame Boucher, expliquez-nous votre rôle au Musée des Beaux-Arts. Mon rôle ici au musée, je suis la conservatrice, donc je vais m'occuper de la gestion de la collection des œuvres du musée et de la programmation. Donc, c'est moi qui vais planifier les expositions qui vont avoir lieu au cours d'une année. Parlez-nous un peu sur l'historique du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Ah, c'est intéressant, ça. Le musée a été créé par un groupe de collectionneurs ici, sherbrookois, des artistes et des gens qui collectionnaient des gens qui avaient des intérêts pour les arts, se sont réunis et ont décidé de former une corporation, former le musée en 1982. Au début, ils ont fait quelques expositions dans des locaux au centre-ville de Sherbrooke. Ensuite, ils ont eu une place qui était sur la rue du Palais. Puis en 1995, le bâtiment ici a été rénové et ils ont pris place. Donc, on est ici. Le musée occupe l'ancienne banque depuis 1996. Combien de personnes par jour ou par semaine visitent les musées? Ah, ça, c'est une question qui est intéressante, mais ces données-là, c'est très variable parce que c'est certain que ça va dépendre de l'intérêt des gens. Ça va dépendre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour déterminer combien de personnes vont passer nos portes. Donc, les expositions qui sont présentées, si on fait des activités spéciales, quelles sont ces personnes-là? Il y a des journées où ça fourmille d'enfants ici, puis il y a des journées où c'est des groupes d'adultes, il y a des journées où c'est très, très tranquille. Ça va varier aussi si c'est la période de Noël, si c'est les vacances, si c'est la semaine de relâche. Ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Donc, les publics aussi, ça varie. Est-ce qu'il y a quand même un de ces publics-là qui est majoritaire? Ça varie beaucoup dans une année, effectivement, mais oui, c'est certain que les groupes scolaires sont majoritaires. Ils représentent le plus gros de notre public actif parce que les enfants viennent avec les écoles. C'est sûr que ça constitue un public qui est captif, mais en même temps, ça constitue surtout un public qui est très intéressé. Des enfants, ça absorbe beaucoup. Ils ont envie d'apprendre, sont intéressés à regarder, à découvrir. Donc, c'est très, très intéressant de travailler avec les écoles, puis on est très content d'en recevoir autant dans une année, ouais. Donc, comme vous avez mentionné, les saisons aussi, ça peut varier l'achalandage au musée. Est-ce qu'il y a une saison plus forte? Je dirais pas qu'il y a une saison qui est plus forte. C'est sûr que pendant l'année scolaire, oui, on a une grosse fréquentation parce que les enfants sont plus nombreux. Mais pendant l'été, on va avoir une fréquentation qui parfois peut être très élevée, mais ça va être des personnes, ça va être différent. Ce sera pas des groupes scolaires, ça va être des touristes, des gens qui viennent de l'extérieur, des États-Unis, de Montréal, des gens qui sont en visite, des nouveaux arrivants. Donc, ça va varier d'une saison à l'autre, effectivement.
Parlez-nous un peu des attractions du musée. Quelle est la principale, la plus grande attraction du musée de Beaux-Arts à Sherbrooke? Ah, la plus grande attraction du musée. Écoutez, on présente, on a 3 salles d'exposition. On a une exposition qui est permanente. Donc, c'est des œuvres qui sont tirées de notre collection. C'est une exposition qui est toujours accessible, qui est toujours ouverte. Celle qui est là présentement, qui s'intitule Espaces et paysages, ça fait déjà quelques années qu'elle est en cours. On travaille présentement pour en ouvrir une nouvelle l'ouverture de la prochaine devrait avoir lieu cet automne, normalement. Donc, restez à l'affût, vous allez avoir une belle nouvelle exposition qui s'en vient. Ensuite, on a toujours nos 2 salles d'exposition temporaires où la programmation va changer aux saisons, donc environ de 3 à 4 fois par année. Donc, ça va vraiment dépendre de vos intérêts. Puis, le reste de l'année, bien, on propose toutes sortes d'activités. On fait des fêtes d'enfants, on a des activités de levée de fonds. Maintenant, on offre les balades du samedi, qui est le premier samedi du mois, où les gens peuvent venir avec notre éducatrice faire le tour du musée, donc avoir une visite guidée. Nous avons aussi des journées pédagogiques. Maintenant, on offre des activités pour les journées pédagogiques, en effet. Donc, il faut nous suivre un petit peu, soit sur les réseaux sociaux, notre site web, ou si on est membre du musée, bien, maintenant, on a accès à toutes ces activités-là. Pour bien finir, quel est votre message à nos téléspectatrices, nos téléspectateurs? Voulez-vous les inviter à venir voir les musées? Oui, c'est certain que je veux les inviter à venir voir le musée. En fait, ce que je dirais, c'est notre phrase, je dirais oser le musée. Parce que souvent, les gens ont tendance à avoir peur de passer les portes. On pense qu'un musée, c'est un endroit qui est fermé, où on n'a pas le droit de parler, où on a besoin de tout connaître et de tout savoir avant d'entrer. Mais c'est pas vrai, les gens. Tout le monde est bienvenu. Puis j'ai envie que les gens se donnent la chance d'oser un petit peu puis de venir nous voir. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Nous sommes avec Madame Yacine Thiam, étudiante en maîtrise des services sociaux. Madame Thiam, quelle est votre définition, quelle est votre compréhension de code culturel? Merci. Le code culturel, pour moi, c'est les normes, des règles, des conventions qui sont propres à une culture. Qu'est-ce que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices doivent savoir quand ils sont invités dans une famille d'une culture différente pour n'importe quel événement, que ce soit un baptême, un funérail, un souper? Par exemple, moi, je suis une Sénégalaise, donc pour une Sénégalaise, quand on est invité chez un Sénégalais, d'abord, ce qui est important, c'est la joie, la convivialité. Donc, pour un baptême, que ce soit un événement heureux ou malheureux, le plus important, c'est de manifester à la personne ses émotions, que ce soit, si c'est un événement heureux, de manifester sa joie, et puis si c'est un événement malheureux, de montrer sa compassion. Comment communiquer ou interagir avec quelqu'un qui ne connaît pas notre culture? La culture québécoise ou notre culture à nous? Dans les deux sens. Comment quelqu'un d'une culture va interagir avec quelqu'un d'une autre? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on réfléchisse? Comment on peut agir dans pour bien faire la communication? Je pense que la base, c'est l'ouverture. Être capable, comment on appelle ça? En tout cas, savoir percevoir chez l'autre ses émotions. Donc, il n'y a pas vraiment de règle générale, mais c'est l'ouverture et puis poser des questions si on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui identifie un Sénégalais, un Congolais ou un Colombien, par exemple, une personne d'un autre pays? Est-ce qu'il a un signe? Est-ce qu'il y a un plat? Quelque chose qui peut
identifier cette personne? Ça, c'est une question difficile. Mais, par exemple, c'est la langue. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs langues. Par exemple, au Sénégal, on a plusieurs ethnies et chaque ethnie a sa langue. Donc, je pense que le premier signe distinctif, c'est la langue. Entre nous, on est capable de se reconnaître. Moi, je suis capable de reconnaître un Sénégalais, d'un Malien ou bien d'un Congolais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui ne fait pas partie de ma culture n'est pas capable justement de percevoir ces codes culturels. Parce que moi, je sens tout de suite les codes culturels qui me disent que cette personne, c'est un Sénégalais. Donc, il faut avoir l'œil et surtout l'expérience. Quel est votre nom? Mia Jean-Denet. À votre avis, quelle est l'importance de vraiment connaître les autres cultures pour bien les vivre ensemble? C'est une question à plusieurs dimensions. C'est sûr que pour vivre ensemble, il faut être capable d'accepter tout le monde, de reconnaître tout le monde comme ses concitoyens, peu importe la culture d'origine. C'est super important d'avoir une ouverture d'emblée vers la culture de l'autre. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont moins été en contact avec des cultures ou d'autres origines, donc ils vont moins les connaître. Mais l'important, c'est d'avoir vraiment une curiosité, leur poser des questions. S'il y a un petit choc culturel ou quelque chose qu'on fait différemment, mais c'est directement dire « Ah oui, OK, tu fais ça comme ça, pourquoi? » Aller chercher à comprendre les autres cultures, justement, pour être capable de se respecter tout le monde et aussi de vivre plus dans la collaboration que dans la peur ou la méfiance ou l'incompréhension de l'autre. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir une belle dynamique de société. Quel est votre nom? José Barrera. Croyez-vous que connaître la culture des nôtres peut vous enrichir? Bien sûr qu'il va m'enrichir autant à moi comme l'autre. Autant au niveau social, au niveau culturel, au niveau sportif, tout ce qui peut relier la socialisation des personnes, autant que celui qui arrive comme celui c'est la personne qui est de souche. Donc, on peut arriver à se rassembler au niveau culturel pour qu'on devienne plus heureux, on devienne plus harmonieux. Et puis, évidemment, que la culture, ma culture par rapport à la culture de la société d'accueil, c'est un peu différent, mais on a réussi à se faire comprendre, on a réussi à dialoguer, que pour moi, le dialogue, c'est le plus important. Quel est votre nom? Darko Blazevic. À votre avis, quelle est l'importance de vraiment connaître les autres cultures pour bien les vivre ensemble? Bien, je pense qu'à l'époque où on est rendu aujourd'hui, je pense que c'est très important parce qu'il y a tellement de diversité culturelle qu'on doit apprendre à connaître les gens davantage pour pouvoir, pas s'apprivoiser à eux, mais généralement pouvoir communiquer, interagir avec eux, connaître leurs principales caractéristiques, puis connaître également certaines choses que, par exemple, pour nous, c'est inacceptable. Peut-être que pour eux, ça fait partie de leur culture, puis je pense que c'est des choses qui sont primordiales aujourd'hui parce qu'on vit tous ensemble. On est tous dans un autre pays qui n'est pas le nôtre. Puis de tout mettre ça ensemble, je pense que ça peut aider à grandir la communauté et bien sûr interagir ensemble. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter à espace-de-la-diversité@fccestri.org. Nous avons aussi une page Facebook à @FCCStri. N'oubliez pas, Espace de la diversité, un espace de rapprochement interculturel. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne.
La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec Madame Claudine Robert, responsable de communication au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Madame Robert, bonjour. Expliquez-nous un peu votre quotidien au musée. À quoi consiste votre rôle ici? Mon rôle ici, une journée, c'est toujours différent. On est très occupés. Mais en gros, je m'occupe des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On a des MailChimp qu'on envoie dans le fond à nos membres et nos partenaires culturels, nos partenaires touristiques. On a aussi démarré une infolettre. Puis, je m'occupe également de quelques activités ici au musée. Dans les réseaux sociaux, on peut trouver, vous venez de dire, sur Facebook, Instagram, les musées. Est-ce que vous voyez que les gens participent de votre page Facebook? Est-ce que vous voyez une participation? Est-ce que vous êtes capable d'atteindre un public différent avec les réseaux sociaux? Je crois que oui, parce que étant donné qu'on a plusieurs membres, malheureusement, ce n'est pas encore tous nos membres qui sont branchés. On les appelle nos membres branchés, donc qui reçoivent nos informations par courriel. Il y a encore plusieurs personnes qui préfèrent recevoir par la poste, mais avec Facebook, je pense qu'on est capable de rejoindre un public un peu plus jeune, peut-être un peu plus orienté vers la technologie. Puis, on a environ 2200 personnes qui nous suivent sur Facebook. Puis, Instagram, à chaque jour, on a des nouvelles personnes qui nous suivent parce que maintenant que j'ai pris le compte en charge, j'essaie de poster un peu plus souvent. Est-ce que vous vous occupez des événements au musée? C'est quoi les activités? Parlez-nous un peu plus en détail des activités du Musée des Beaux-Arts. Pour tout ce qui est nos activités, c'est vraiment un gros travail d'équipe. On a notre adjointe administrative qui fait un travail incroyable avec tout ce qui est location de salle, qui est généralement la salle ici où on peut accueillir des plus gros événements. Et puis Julie, qui est nouvelle aussi en éducation, qui, elle, a proposé plein de nouvelles activités. On a des nouvelles activités aussi qui sont récurrentes, donc soit une fois par mois, une fois ou 2 semaines, une fois par semaine. Mais je pense qu'à date où on reçoit une belle demande, c'est nos soirées Soif d'expression, qui est dans le fond une soirée où les gens viennent peinturer. On fournit tout le matériel, les chevalets, les toiles à peinture, et puis on sort une œuvre de notre collection spécifiquement pour cette soirée-là. Donc, on veut que ça serve d'inspiration, mais les gens sont libres de peinturer et de faire ce qu'ils veulent. Quand vous organisez une activité au musée, est-ce que vous pensez à une clientèle spécifique pour chaque activité? Oui. Comment ça fonctionne, les travails dans ce sens? Honnêtement, on discute souvent tout ensemble, et pour, par exemple, les balades du samedi. Donc, c'est à tous les premiers samedis du mois, on veut rassembler les familles. Donc, vous avez droit à une visite gratuite, commentée avec Julie, puis elle va faire le tour des expositions avec vous. Et c'est une belle façon pour, ça peut être des grands-parents avec leurs petits-enfants ou une famille complète, c'est de vraiment venir voir nos expositions, s'intéresser à l'art, la culture, puis un peu partager. Souvent, c'est un peu plus les personnes plus âgées, peut-être, qui ont vraiment un goût et un intérêt fort pour l'art. Donc, peut-être transmettre ça, leur amour pour les arts, à leurs petits-enfants ou leurs enfants. Donc, les balades du samedi, c'est pour ça. On a aussi des activités pour les journées pédagogiques. Donc, dans le fond, les enfants, quand ils sont en journée de congé, ils peuvent venir ici et on offre une visite et des ateliers de dessin au cœur de nos expositions. Et on a aussi également le yoga qu'on offre un lundi midi sur deux, puisque le musée est fermé. Donc, on a tout l'espace ici pour accueillir les gens et faire une session de yoga sur l'heure du dîner. Donc, pour trouver toutes ces informations-là, comment on fait pour suivre les musées? Pouvez-vous nous donner les coordonnées? Oui. Alors, sur Facebook, c'est MBA Sherbrooke, tout ensemble. Nos événements sont tous dans la catégorie événements, donc c'est vraiment facile. On a les dates, la description des événements, comment réserver. Tout est aussi sur notre site web au mbas.qc.ca. Et puis sur Instagram, c'est MBA Sherbrooke également.
Nous sommes avec Mathé Manza, médecin et gérontologue, dans le cadre de notre émission Espace de la diversité consacrée sur les codes culturels. Lorsqu'on parle des codes culturels, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Au code culturel, écoutez, on va prendre un peu d'une façon séquentielle. Il y a un code quelque part et puis il y a la culture de l'autre. Lorsqu'il y a un code, c'est que c'est un ensemble de règles qui sont formelles ou informelles et qui, à travers, par exemple, des valeurs, à travers les croyances et qui se transmettent de génération en génération et puis, selon moi, qui constituent une certaine identité autour de laquelle on peut se reconnaître. Donc, c'est un peu cette identité autour de laquelle les gens peuvent se reconnaître selon les us et coutumes de cette communauté-là. Voilà pour moi un peu ce que j'entends par code culturel. Alors, lorsque vous rencontrez pour la première fois quelqu'un qui ne parle pas votre langue, de manière générale, comment on peut réussir à communiquer à cette personne? Bon, la communication, d'abord, lorsqu'on parle de la communication, il faut mettre 3 éléments là. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur et entre deux, le message. Le message peut être verbal et non verbal. Donc, pour le message verbal, il faut être vraiment communiquer efficacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que votre message soit clair, soit concis pour que le récepteur vous comprenne. Mais maintenant, il y a aussi la deuxième chose qu'il faut introduire là-dessus, c'est il faut savoir écouter. Et moi, je dis souvent qu'il y a des silences qui sont très éloquents. Donc, parfois, il faut savoir écouter pour que vous donnez aussi la possibilité de celui qui s'exprime de pouvoir formuler ce qu'il veut dire. Et puis là, je ne manquerai pas de faire un clin d'œil pour ceux qui travaillent, par exemple, avec les aînés. Et ici, le gestuel est très, très, très important. Donc, il faut avoir de la patience pour bien écouter et le non-verbal aussi. Parce qu'avec l'âge, il y a certaines fonctions qui diminuent. Je ne dis pas que ce n'est pas une façon de faire de l'agisme, que toutes les personnes aînées, par exemple, ont un problème d'audition. Non, je ne le dis pas. Mais même dans le vieillissement normal, il y a parfois une baisse d'audition. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, avec un aîné, sur le plan professionnel, par exemple, il faut être très patient. Il faut écouter, savoir écouter, et puis dans le non-verbal, gesticuler de façon que la personne comprenne ce que vous voulez dire, si ce n'est pas de par son ouïe, mais ça sera aussi de par votre gestuelle pour qu'il comprenne où vous voulez vous en aller. Croyez-vous que la connaissance des codes culturels peut aider les institutions et les organismes à améliorer leurs services? Oh oui, bien sûr que oui. Moi, je vais prendre par exemple dans le domaine qui m'est beaucoup plus familier, le domaine médical. Vous savez que la santé, telle que l'a définie l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas seulement l'absence de la maladie, c'est un ensemble de bien-être physique, social, psychologique, mental, et moi j'ajouterais même culturel, parce que dans le psychosocial, il y a la culture. Or, la culture influence beaucoup, par exemple, sur l'utilisation des services. Et il y a certaines croyances, n'est-ce pas, la perception de la maladie. Et d'ailleurs, là, je vais citer une étude qui a été réalisée par la direction de la santé publique en Estrie, il n'y a pas longtemps, en 2016, et à laquelle nous avons participé d'ailleurs comme étant membre du comité aviseur. Et de cette étude, il est clair que, par exemple, les communautés linguistiques et culturelles de l'Estrie sous-utilisent les services de santé. Et lorsque vous grattez un peu plus en profondeur, vous allez voir que c'est à cause d'une certaine perception de la maladie, d'une certaine perception des services de santé, d'une certaine perception du médecin, cette idée encore du paternalisme médical, ce qu'ils attendent du médecin, tout ça là, c'est culturel. Et évidemment, moi, je pense que le code culturel est un déterminant de la santé.
Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Nous voici arrivés à la fin de notre émission consacrée au code culturel et nous étions au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke et nous avons reçu des invités spéciaux qui vous ont fait découvrir les richesses de leur culture et nous sommes très heureux d'avoir partagé cela avec vous. Merci d'être resté avec nous pendant tout le temps de l'émission. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez participer avec nous, vous pouvez nous contacter à espace-de-la-diversité@commercial-fccestrie.org. On vous invite aussi à aimer notre page Facebook et vous pouvez nous écrire aussi sur Facebook à commercial-fccestrie. Merci beaucoup et on se voit dans une prochaine émission. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Au musée. Au musée. Ouais, au musée. Qui commence? Toi. Nous voici arrivés à la fin. Espace-de-la-diversité.org. À commercial